c'est vrai que depuis qu'on a découvert ces êtres tridactyles, des recherches ont été poussées aussi un peu à travers le monde, et on regarde dorénavant avec un œil nouveau certains artefacts, certaines poteries, certaines expressions artistiques que l'on regardait avant simplement comme ça, sans y mettre plus que cela, à part de l'imaginaire éventuellement. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'au-delà même du Pérou, depuis que l'affaire est apparue, on constate ces êtres tridactyles certainement présents un peu partout dans le monde. Il y a notre ami Manuel Terrac, que je salue, qui s'intéresse à la zone de Nazca avant l'affaire de Nazca des momies, et qui fait un travail actuellement de compilation de toutes les traces de la présence de ces êtres tridactyles à travers le monde. Il a fait des planisphères, des cartographies, il n'a pas terminé, et il a déjà plusieurs centaines d'indices de la présence, de la représentation en tout cas de ces êtres tridactyles à travers le monde. Et c'est vraiment un boulot super, super important, super intéressant, et ça montre, comme tu le dis, que est-ce que c'est seulement une vue de l'esprit des auteurs de ces représentations, ou est-ce que ça signifie qu'il s'est vraiment passé quelque chose à un moment donné? Et moi je serais plutôt tenté de pencher vers cette deuxième solution, puisque par exemple au Pérou on a des représentations sur des céramiques d'êtres, enfin des scènes de combat entre par exemple un condor et un être tridactyle de type humain, mais avec des mains et des pieds de 3 doigts. Et alors ce qui m'étonne, ce qui saute aux yeux, c'est que le condor est très bien stylisé. Alors pourquoi l'auteur aurait très bien stylisé le condor? C'est-à-dire il l'aurait représenté très fidèlement, et pourquoi il aurait représenté un être de 3 doigts de manière mythique, mythologique? Ça n'a pas de sens. Donc si cet artiste a dessiné de manière fidèle le condor, on peut penser qu'il a représenté fidèlement l'être humanoïde qui luttait contre le condor. Et force est de constater que ce guerrier, eh bien, il a des membres de 3 doigts et 3 orteils. Et donc on peut se dire, bah, c'est peut-être parce qu'ils étaient comme ça. Et quand on voit alors maintenant ce que Mario a découvert à Nazca, dans une vidéo récente, l'archéologue César Soriano, que je salue, prétend avoir vu à Nazca 6 autres corps de type Wawita qu'il aurait certifié. Alors j'aimerais voir qu'il montre des photos, bien sûr, ou des vidéos de ça, mais ce serait logique à la limite, parce que si les corps de Nazca découverts par Mario sont véritables, des sites funéraires où ont été inhumés ce type de corps, il doit y en avoir plusieurs au Pérou, notamment à Nazca, et il doit même y en avoir partout où ont été représentés à travers le monde ces êtres. Il y a des rumeurs qui disent qu'on en aurait trouvé en Égypte, dans les années 90 et dans les années 60. On en aurait trouvé en Chine, en Iran également. Et donc il peut y avoir des contextes funéraires un peu partout. Et sûrement que dans le futur, on découvrira des choses. Peut-être que des sites funéraires comme ça ont déjà été trouvés par des archéologues, mais ça a été détruit ou caché, comme en Égypte. Et le miracle, dans le cas du Pérou, c'est que c'est un Huaquero. C'est paradoxal, hein, mais c'est la vérité crue. C'est un Huaquero donc, qui l'a découvert, et pour la science officielle, il a eu le malheur de venir frapper à la porte de Thierry Jamin, et nous on l'a diffusé. En tout cas, nous, on en a profité et on te remercie encore parce qu'effectivement, tu nous as montré et dévoilé le début de cette affaire. Et alors nous autres, les passionnés
d'ufologie, entre autres, effectivement, ça nous a sauté aux yeux. Ça a été vraiment un événement marquant parce que pour une fois, comme tu le disais, les éléments sont arrivés en surface. Tu as su partager l'événement avec le public et effectivement, à ma connaissance, on n'avait jamais reçu de l'information directe de cet ordre-là. En plus, moi, je voudrais, excuse-moi, je voudrais te remercier, Steph, et puis remercier aussi tous les internautes français. Je ne vais pas les citer, je vais en citer aucun parce qu'il y en a beaucoup, je risque d'en oublier. Et puis bon, bref, et je voudrais vraiment dire que si on est arrivé à ce stade-là, c'est vraiment grâce aux internautes français, à leurs implications. Ils nous ont fait confiance et je leur tire mon chapeau parce qu'avec certains détracteurs, ils sont pas nombreux les détracteurs, ils sont à peine 8, 9 trous du cul, tu vois, mais alors ils sont actifs, ils utilisent, ils utilisent plusieurs adresses internet et puis ils se cachent généralement derrière l'anonymat, ce qui est bien pratique. Bien pratique. Et quand je te dis 7 ou 8 trous du cul, c'est non seulement des Français, mais Espagnols, Péruviens, et je crois il y a une espèce de greluche au Canada. On m'a rapporté des propos vraiment très vulgaires. Bref, ils sont quoi moins d'une dizaine, hein, mais on doit vraiment les embêter, les enquiquiner parce qu'ils se bougent pas mal. Alors ce qui me fait rire, c'est que ils lancent, tu vois, on fait une parenthèse là-dessus, c'est qu'ils font des attaques personnelles. Et généralement, quand tu attaques personnellement des gens, c'est que tu es quand même un peu en mal d'arguments scientifiques, hein, parce que quand tu tapes en dessous de la ceinture, c'est pas terrible. Bref, moi je m'en amuse, hein, c'est pour ça que je t'en parle. Et donc, si on en est là, c'est vraiment grâce aux internautes français. Grâce à leur aide financière, parce qu'on n'aurait jamais pu lancer les premières analyses, ni les nouvelles, puisque on a pu récupérer 39 510 € lors du premier Ulule, mais on a récupéré 13 000 € au début d'année pour lancer les analyses qui sont actuellement en cours. Et vraiment, si on n'avait pas eu ce coup de main, ça se serait arrêté peut-être pas assez rapidement, parce que Jaime, Mossad et Gaïa ont fait un travail magnifique. Hein, même si mes relations avec Gaïa sont un peu compliquées, il faut quand même reconnaître l'effort financier qu'ils ont fait. Et c'est vraiment grâce à cette union des forces, Gaïa, Jaime Mossad, Institut Inkari et les internautes français, que l'on arrive à ce résultat. Alors maintenant, on ne garantit pas, lors de la conférence, qu'on va annoncer que c'est authentique. Là, je veux bien insister sur... on peut avoir une mauvaise surprise, attention. Mais en tout cas, je me dis quand même que c'est une affaire bien mystérieuse. La manière dont elle nous est arrivée, la manière dont elle a été diffusée, et des fois je me dis... si c'est authentique, bon bah ça change beaucoup de choses, mais si c'est un gros fake, si c'est une imposture, je me suis dit, même ça n'aura pas été inutile. Si c'est parce qu'on est on est un peu dans un processus d'information, désinformation, notamment et en particulier sur le thème ufologique et de la présence de nos petits amis sur Terre. Et c'est peut-être, tu sais, information, désinformation, ça permet quand même de préparer les consciences et les citoyens du monde à l'information principale qui est peut-être sur le point d'arriver. Et donc, encore une fois, même si c'est une fraude, eh ben, je me dis que quelque part, ça a peut-être été voulu comme ça. Et en tout cas,
si c'est une fraude, c'est pas Mario qui l'a faite. Alors, Mario, c'est un délinquant, c'est un trafiquant, c'est un waquero, on est bien d'accord. Mais Mario n'a pas les compétences pour faire des choses aussi élaborées. On n'a pas trouvé une seule agrafe dans les corps, ni dans les corps des petites entités de 20 cm. On voit qu'elles ont été montées, mais à quelle époque? On ne sait pas si c'est des fraudes. On n'a pas fait d'analyse poussée parce que la priorité c'était les reptiles et puis les hybrides. On n'a pas trouvé d'indice probant de fraude, et encore une fois, ce n'est pas à la portée d'un mec comme Mario. Il faut avoir des qualités, je ne sais même pas si c'est à la portée d'un taxidermiste, parce qu'il faut avoir des notions poussées d'anatomie. Par exemple, Maria, alors c'est vrai qu'on a fait des scanners de deux cortes, de deux coupes, mais ce scanner, alors les détracteurs nous ont, ces fameux trous du cul dont je te parlais tout à l'heure, ils nous disent oui mais bon c'est que deux coupes, mais le scanner, le docteur Salas l'utilise tous les jours pour détecter des maladies, et si le matériel n'était pas conforme ou s'il n'était pas précis, bon il l'aurait remplacé pour un plus performant, parce que c'est quand même des vies humaines qui dépendent des diagnostics. Donc si dans le futur on arrive à faire des scanners 3D, il y en a un au Pérou de 128, on aimerait bien un jour pouvoir y accéder. Si grâce au 128 on arrive à voir une falsification, ça veut dire que les faussaires ont quand même eu recours à de la microchirurgie, parce que c'est pas détectable sur le scanner de Salas. Et encore une fois, c'est presque ça serait presque un coup réalisé par un État, parce que ça exige des compétences. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, je me dis que c'est une affaire tellement incroyable que même si c'est faux, vu le retentissement mondial de l'affaire, eh bien, information, désinformation, on est peut-être là-dedans, et que ça participe à la préparation des consciences. Tu vois? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la biologie humaine, ni généticien, ni rien, mais il y a quand même des éléments, ne serait-ce que sur Alberto, le fait qu'il ait une ostéoporose ou quelque chose d'équivalent. Il y a quand même des éléments qui paraissent très très difficiles à falsifier. Alors là aussi, bon, on peut garder des réserves qu'il faut, en n'affirmant pas que c'est 100% sûr, que c'est authentique, mais à mon sens, il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que ces corps sont, alors authentiques, je ne sais pas, mais qui aurait vraiment la capacité de falsifier des corps de cette nature avec cette précision-là. J'ai beau chercher personnellement, enquêter pour voir qui aurait ces compétences à l'échelon mondial. Alors naturellement, il y a toujours des départements, des choses que l'on ignore, mais ça paraît quand même peu probable. Et en plus, c'est la diversité des corps. S'il y avait eu une seule entité, on aurait pu se dire, ok, bon, tout est possible, c'est peut-être effectivement un génie qui a réussi un bon coup. Mais alors réussir à faire ça sur je ne sais plus combien d'entités qui ont été découvertes, ça paraît, à mon sens, fort peu probable. Donc la tendance, pour moi et pour énormément de monde qui suivant cette affaire depuis le début, c'est quand même que ça semble tout à fait authentique. Et bon, ça semble. Voilà, ce que je me dis aussi, néophyte, c'est que si c'était un gros fake, comme le dit c'est cette huître du cul, je me dis que, ou les grands spécialistes du musée de l'homme, que je n'assimile pas au précédent, mais bon, bref, ça fait longtemps qu'on aurait décelé le truc, quoi, la fraude. Si au bout de près de 2 ans, on est encore à chercher les fraudes, c'est qu'ils ne sont pas aussi évidents que ça à trouver. Ce qui laisse quand même ce qui devrait
pousser les détracteurs à se remettre en question, peut-être, mais bon, ça faut être intelligent pour se remettre en question, c'est au-delà de leurs compétences ou de leur capacité mentale. Moi, en tout cas, je me dis, si c'était vraiment une imposture, on aurait trouvé plus d'anomalies qu'on en a trouvé. Par exemple, quelles sont les anomalies? Par exemple, on nous a dit Josefina. Josefina, elle a un os là qui semble coupé raide, comme si ça avait été coupé. Alors, bon, moi je suis pas spécialiste, mais oui, c'est vrai, ils ont raison, les sceptiques. Je fais une différence entre les sceptiques et les détracteurs, hein, c'est différent. Les sceptiques, c'est bien d'être sceptique, il ne faut pas tout avaler, et bon, voilà. Et donc, c'est vrai que ça semble avoir été coupé. Mais alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Pourquoi ça a été coupé? Par qui? Est-ce que ça a été coupé dans le cadre d'une fraude? Pourquoi pas? Est-ce que ça a été coupé du vivant de Josefina si on pense que c'est authentique? Ou est-ce que ça a été coupé au moment de la momification? On ne le sait pas. Et ce que je vois, c'est que certes, l'os semble avoir été coupé. Mais tout le reste du corps, tout le reste des os, des articulations sont conformes. Donc, ce n'est pas une preuve suffisante pour crier à la fraude, tu vois. Et donc, alors il y a quelques petites interrogations ici ou là. En novembre, par exemple, on a eu la chance d'examiner un autre reptilien qu'on n'a jamais montré encore. On a fait les radios et la radio du fémur montre que l'os a été cassé et il a été emboîté comme ça. Donc on voit que l'os a été, que l'entité a été manipulée. Pour autant, est-ce que ça veut dire que ça a été manipulé dans le cadre d'une fraude? Parce que tout le reste du corps a l'air à peu près conforme, a l'air conforme. Ça veut pas, c'est pas une preuve suffisante pour l'annoncer, pour avancer la fraude. De la même manière, les petits corps. On a eu le premier corps que Mario nous a prêté faisait 38 cm. Et aux radios, il y a eu on va dire que des anomalies. Si tu le vois d'un point de vue de fraude, mais c'est tellement incroyable qu'on se demande pourquoi un fraudeur aurait fait ce genre de truc. C'est-à-dire que les membres c'est 4 os par membre supérieur, mais aussi membre inférieur. Et tous les os ont quand même, malgré tout, une symétrie. Et je pense qu'un fraudeur aurait essayé d'imiter un os qui ressemble à ceux des mammifères ou des animaux connus sur Terre. Pourquoi mettre 4 os comme ça, 4 os comme ça? Il a, ce petit corps, une tête de poisson. Alors quand on le voit, on dit ça ressemble à un poisson. Mais si ça avait été une tête de poisson, ben, le fraudeur aurait tranché la tête du poisson, donc il y aurait eu un trou là. Or, il a un os. Il y a un os là. Et la cavité, elle est en bas. Pour une marche, un déplacement de bipède. Donc, on se dit, mais c'est quand même bizarre. Et j'ai eu l'occasion, grâce à des photos que m'avait montré Mario, de voir plusieurs spécimens de ce type. Avec 4 os, etc. Et ça pourrait se rattacher, ça semble se rattacher à une espèce spécifique. Et dans ce petit corps, pourquoi mettre un double implant à la main gauche? Pourquoi se donner la peine de ce type de détail? Et donc, c'est vrai qu'il y a plein d'incohérences dans ce corps de 38 cm, mais pour autant, est-ce qu'on doit crier à la fraude? Ben non. Il faut aller au-delà de ça. Ça, ce sont les détracteurs qui ne vont pas voir plus loin que leur nez. Il faudrait faire des analyses, analyser les os, faire des datations au radiocarbone, mais ça, nous, on n'a pas pu le faire parce que, encore une fois, ça coûte très cher.
Mais dans un futur proche, j'espère, il faudrait faire ces analyses. C'est un sujet, le thème de NASCAR, extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que je pouvais me l'imaginer au début, au départ. Et puis le fait que c'est vrai que ça vient de waqueros, de trafiquants qui seulement sont intéressés par l'argent, etc., n'invite pas à la confiance. Et je comprends certains sceptiques de cette affaire. Moi-même, je le suis et tous les jours, je me pose des questions. Je me dis tous les jours, 10 fois que c'est une histoire incroyable et qu'on a de la chance d'être dans cette histoire. Mais c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression de toutes parts. Et ces temps-ci, on a beaucoup de pression. Bon, bah, Thierry, on va aussi reparler brièvement donc, de la future conférence de presse qui aurait dû avoir lieu là et qui aura certainement lieu au courant du mois de septembre ou en tout cas Après le 15 septembre, vraisemblablement. après le 15 septembre. Et quelles sont donc les analyses quelles sont les analyses qui ont été faites et que l'on pourra avoir donc des données supplémentaires lors de cette conférence de presse? Alors, en ce qui concerne les résultats que l'on va faire connaître lors de la conférence de 2018, du mois de septembre, on va avoir les résultats des échantillons des implants, des objets métalliques qu'on a trouvés dans certains corps ou dans certains organes. On a déjà les résultats de la plupart de ces implants. On va avoir des résultats de datation de Porto Rico et d'analyse ADN des mains et des têtes reptiliennes, puisqu'on avait envoyé des morceaux de cerveau ou de matière supposément cérébrale trouvée dans les têtes de type petit gris. Et puis on va également donner des résultats d'analyse ADN de Maria, de Wawita et de Victoria, datation ADN datation carbone 14 de Victoria, et puis des analyses ADN que l'on a fait à partir d'un laboratoire du Canada et d'un laboratoire de Grande-Bretagne. Et les résultats là sont prêts. Et donc on pourrait les diffuser demain si tu veux, ou aujourd'hui, mais on attend d'autres résultats importants dont je préfère ne pas trop parler pour le moment et qui devraient donner une confirmation quant à l'authenticité ou à la fraude des momies de Nazca. Voilà. Mais bon, les analyses ADN, les résultats ADN, néanmoins, sont déjà plus ou moins connus et elles sont ce qu'elles sont, des analyses. Et c'est-à-dire, grosso modo, en ce qui concerne Maria et Wawita, on parle de 33%, il y a même des analyses qui disent 25% d'ADN de type Homo sapiens, 17% de contamination bactérienne et le reste de nature inconnue. Donc ça reste un fait corroboré par plusieurs résultats de laboratoire, et on se demande comment des trafiquants auraient pu manipuler des séquences ADN. Alors je ne suis pas spécialiste, mais ça me paraît impossible, selon la recherche actuelle. Donc on a quand même comment dire, une partie de la réponse. Mais on attend d'autres résultats importants qu'on ne dévoilera qu'à la conférence. Voilà. Et pour moi, ces résultats dont je ne veux pas trop parler pour le moment, ils vont nous donner des réponses définitives sur Maria, sur Wawita, sur Josefina, etc. Et cette conférence, elle aura lieu à Lima également, comme était prévu celle du mois de juillet? Alors elle aura lieu à Lima. On n'a pas encore, on a une petite idée de l'endroit, mais je peux malheureusement pas en dire plus pour le moment.
Et il n'est pas interdit de penser qu'il y aura une grande surprise lors de cette conférence. Et cette conférence sera-t-elle uniquement une conférence donnée par toi au nom de l'Alien Project ou comme les relations, on va dire, se sont réchauffées de nouveau avec Jaime et puis certains autres intervenants, est-ce que eux aussi prendront part à cette conférence? Alors, la conférence va être organisée par l'Institut Inkari avec le concours de mon ami Joyce Mantilla. Et au cours de cette conférence, ce seront des scientifiques qui vont venir. Il va notamment y avoir José de la Cruz qui va venir présenter ses recherches sur la peau de Victoria. Et le docteur Raimundo Salas va venir présenter ses propres recherches qu'il a fait sur les scanners. Et il nous a remis, il n'y a pas très longtemps, un rapport super intéressant sur toutes les entités de Nazca. Il va présenter ses recherches. J'ai plusieurs rapports de laboratoires, notamment un qui m'est venu de Grande-Bretagne il y a quelques jours. Je ne sais pas si la chercheuse à l'origine du rapport pourra se déplacer, auquel cas je lirai son rapport, ou j'en donnerai un compte-rendu. Et puis, Jaime Maussan et Gaïa ont lancé de nouvelles analyses ADN de Maria, de Wawita, qui devraient être prêtes dans le courant du mois d'août, peut-être à la fin du mois d'août. Et à ce titre, je pense que Jaime, Tercer Milenio et Gaïa participeront à la conférence. C'est pas encore sûr, c'est pas encore confirmé, il faut voir dans les semaines qui viennent comment ça va se passer, mais normalement, il devrait faire partie de la conférence. Voilà, et cette conférence, comme celle de 2017, sera retransmise en streaming, et on va le faire pour tout ce qui est les internautes français, avec nos amis Nora et Guillaume de Nuria TV, que je salue bien amicalement. Et voilà, puis avec toi, Steph, j'imagine. Écoute Thierry, je te remercie pour cet entretien et on se donne donc rendez-vous à la prochaine conférence au mois de septembre. Bah, je te remercie de ton invitation à cette interview et puis welcome pour la prochaine conférence. À bientôt et encore merci à tous les internautes de nous soutenir depuis le début. Merci Thierry. Merci à toi.